Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Ces applaudissements vous étaient offerts par le groupement de retraités de la Winterthur Assurance de Lausanne qui nous suit aujourd'hui et fait une visite de la TV, comme les différents publics qui nous entourent à chaque fois. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Narcisse Prat avec nous. Vous nous l'avez prouvé d'ailleurs, parce qu'on suit ça très attentivement. Vous êtes très très nombreux à vous intéresser à l'itinéraire de Narcisse Prat, ce qui doit le surprendre même un peu lui-même. Non, ça vous étonne pas là qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui vous regardent et qui se disent « ce bonhomme finalement il avait un certain nombre de fois raison », peut-être? Mais je ne m'en rends absolument pas compte. Pas peur de la récupération, ça va? Ah, la récupération, non. Je suis irrécupérable, alors il n'y a pas de problème. Alex, vous nous rappelez peut-être juste en quelques traits les grands moments de la première partie de la vie de Narcisse Prat qu'on s'est raconté? Oui, 1929, début de la crise du fou rire. C'est à ce moment-là qu'il naît à Beson, en Valais. 10 ans plus tard, le voilà à Fribourg, promis à devenir missionnaire. Ça va capoter aux alentours de l'adolescence et à ce moment-là, c'est cap sur des travaux difficiles, avant de découvrir l'horlogerie du côté d'abord du Jura, puis de Singapour, du côté de la contrebande aussi. Et puis finalement, juste au moment de mai 68, le voilà de retour de Paris avec 500 francs en poche, et c'est le lancement d'une initiative populaire et la création de la Pilule, un journal satirique hebdomadaire qui a laissé quelques traces jusqu'à aujourd'hui. Et puis un jour, il remonte, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, il remonte d'abord dans son Valais, partager le patois et la connivence et l'amitié avec ceux qu'il ne voyait plus guère. Et puis il va repartir tout de même et déménager encore, voilà, jusqu'à ce jour et cette semaine où il est avec nous, avant d'autres voyages. Alors la table, c'est simple, pour les présentations, vous allez continuer, Alex. D'un côté les Prat. Une brochette de Prat. Une brochette de Prat. Voilà. Donc vous avez Narcisse Prat, vous avez Arsène Prat, qui est donc, on l'a reçu lundi, son premier cousin, mais qui était de l'autre côté par rapport à la vallée, ce qui veut dire qu'il gardait à peu près les mêmes bêtes, mais il ne se parlait pas souvent. Georgie Prat, qui est musicien, qu'on a vu hier et qui a aussi été le complice musical d'un certain nombre de coups pendables réalisés par Narcisse à Beson. D'autres complices patoisants à il nous faut un Fournier quand même aussi. Il faut un Fournier. Sans Fournier, on n'est pas vraiment en Valais. Voici donc Yvan Fournier à ma gauche. Et finalement, bonjour, autre complice qui a le rare privilège d'avoir été le premier récipiendaire d'une œuvre picturale de Narcisse. Je veux parler de Philippe Cartobla. Et puis tout à l'heure, on entendra aussi Anne Fournier, qui est la relève dans le domaine du théâtre. Voilà. Alors, Alex, tout de suite, pour donner le ton de cette dernière journée ensemble, vous avez tourné une belle séquence. Je ne sais pas si elle est belle, mais je crois qu'elle est assez vraie. Elle est en tout cas assez différente de ce qu'on a pu entendre et apercevoir de Narcisse. Il se trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, je suis allé à sa rencontre, là où il était, en Ardèche, au plein creux de l'hiver, puis en Provence. J'ai eu l'impression... Enfin, je vous la livre. Haute-Ardèche, mi-décembre. Derrière les carreaux de la vieille maison, Narcisse attend les déménageurs. Une fois de plus, l'oiseau va changer de nid. À l'heure où la plupart de ses congénères filent d'heureux jours de retraités parmi leurs enfants et petits-enfants, Narcisse est seul. Un choix, bien sûr. Une sorte de fatalité aussi, peut-être. En comptant la caravane de Conches, les pauvres logements des débuts, la somptueuse villa des rares jours fastes, le retour provisoire dans le chalet des ancêtres, les ruines restaurées près de Bordeaux et aussitôt revendues, de nouvelles ruines rebâties à Tournon, puis celles-ci reconstruites en partie et soudain abandonnées comme à la hâte, c'est sans doute la 10e, la 15e escale du Narcisse migrateur. Chaque fois, il a tissé des liens, chaque fois, il s'y arrache, à regret, et chaque fois, quelques souvenirs le suivent, tendres et dérisoires, un cartable, un fauteuil, des livres, des manuscrits. Est-ce vraiment le plaisir de la liberté qui pousse et pousse encore notre Narcisse
sur les routes de la planète, ou en tout cas de l'Europe, ou ne serait-ce pas plutôt la rançon douce, amère de cette même liberté si chère et si déchirante à la fois? Voilà, bienvenue Narcisse Prat. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de se dire qu'on a dit bienvenue à Narcisse Prat, parce que ce sont des propos tout au cours de la semaine qu'on a aimé entendre. Et puis dans ce parcours de vie, il y a un moment où finalement vous vous dites, mais ces anarchistes-là, tous ces gens qui sont mes copains, avec qui je partage un certain nombre d'idées, ces anarchistes, s'ils avaient un territoire, c'est un peu un rêve, ça, le territoire, le lieu où se réuniraient les anarchistes. Vous avez rêvé de ça, vous? Mais bien sûr, j'avais lancé même le journal Le Crétin des Alpes pour défendre cette idée-là. C'est une idée évidemment utopique, mais enfin, elle découlait quand même de ceci, c'était le rassemblement des gens, par affinité, et non plus sous la contrainte d'un pouvoir quelconque. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien imaginer des territoires habités par exemple, les premiers qui méritaient un territoire, c'était les objecteurs de conscience, ça c'est clair. Un territoire où aucun militaire n'aurait eu un ordre à donner à quiconque. Ça, c'était la première idée. Mais à côté de ça, ça n'empêchait pas qu'on aurait pu imaginer des territoires attribués à des minorités qui se réunissaient par affinité. Alors vous allez écrire à Kurt Waldheim, qui est secrétaire général des Nations Unies à l'époque. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais c'est-à-dire que c'est le culot. Ouais. Je me suis confectionné une en-tête de lettres, tout bêtement, Anarchia, mouvement pour la libération de territoire pour les anarchistes. Je me suis fabriqué une en-tête de lettres comme ça. J'ai écrit aux Nations Unies à Kurt Waldheim. Et mon grand étonnement, Kurt Waldheim m'a répondu, enfin, il m'a fait répondre que non, les Nations Unies ne pouvaient pas attribuer de territoire, que ce n'était pas dans leurs attributions. Alors là-dessus, j'ai répondu, car il y a eu même un échange de lettres. Je leur ai répondu, mais pardon, vous avez quand même attribué un territoire à Israël. Et là-dessus, Kurt Waldheim me fait répondre que oui, mais Israël était un cas particulier parce que le peuple juif avait subi un martyre. Je dois dire que ça m'a fait quand même un certain plaisir de faire dire à Kurt Waldheim, le nazi, qu'Israël avait été persécuté. J'avais quand même un certain plaisir à ça. Et là-dessus, j'ai répondu que nous, les anarchistes et les objecteurs de conscience, nous sommes aussi les gens persécutés, puisqu'on envoie en prison, en Suisse, les objecteurs de conscience. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Alex, il y a un moment où, dans l'itinéraire de Narcisse Prat, il y a l'envie de retourner aux racines, l'envie de retourner à Besançon. Oui, sans doute poussé un peu par les événements. Où Narcisse espérait arriver au numéro 200 de la pilule. Il s'est arrêté à 198. Il était à bout de souffle à ce moment-là. Et je crois que quand on est à bout de souffle, qu'on soit anarchiste ou pas, on a peut-être besoin de retourner à ses racines. Je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais il y avait beaucoup de tendresse aussi pendant toute votre vie à l'égard de ces lieux qui avaient été auparavant ceux de votre grand-père, le meunier, de votre père, de votre mère. Et voilà donc que vous remontez à Besançon, apparemment pour devenir définitivement un ermite qui peint, un ermite poète. Et je vous propose avant toute chose qu'on écoute la dimension poétique et en rien musical que vous avez donnée tout de suite à votre retour. Oh, je pense ça, tu ne m'as pas fait ce coup-là. Si. Ton nom ne sonne pas à la façon d'Athènes, ni du Péloponnèse. Il ne fait pas rêver, conquête, toison d'or. Un nom d'enfant trouvé, Gavroche de montagne, un peu croque-mitaine. Ton nom ne sonne pas provençal ou toscan. Il n'a pour le chanter ni conteur, ni trouvère, ni poète fleuri, ni dramaturge austère. Mais ce nom sans fleuron, fleur bon, le vieux temps. Ton Capitole pavoise aux crêtes du Miri. Le Gatsa te tient lieu de roches tarpéennes. La Prince est en Euphrate. Arba est à Bohême. Ta Mésopotamie a pour nom le Terri. Besançon coupe tes ponts.
Ton comité de crise a du pain sur la planche. Ils ne passeront pas. Les princes du goudron, technocrates d'État. Beson, coupe tes ponts. Reconquiert tes franchises. Alors vous avez remarqué, bon, on a réduit le poème. Hein. Ça commence bien, c'est assez classique, vous voyez. Et puis, la lutte reprend, parce qu'on se dispute, on ne va pas revenir là-dessus, mais on se dispute à propos du pont qui est au milieu de la ville. Moi, du village, j'aimerais que vous nous disiez, et puis on va demander aux gens de la région, ce que vous attendiez de ce retour. Vous êtes retourné en vous disant, je vais m'y installer. Ah oui, pour moi, c'était la dernière maison où je devais... je revenais là, pas pour mourir, mais je revenais là, disons, vraiment, c'était ma dernière étape. Et puis non. Alors on va voir, mais alors vous savez quand même, lorsque le retour de Narcisse Prat dans le village, c'est un homme qui est très connu, il a fait les titres des gazettes, il s'est battu contre le Shah d'Iran et d'autres choses. Vous le craignez un peu, ce retour, vous vous souvenez? Dans le village, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah là là... Je voudrais dire tout d'abord qu'il a changé d'en-tête à ses lettres. Il a mis Narcisse Prat, poète sans terre. Je pense que c'est à cette époque-là que tu as dû changer l'entête. C'était poète sans tête et paysan sans terre. Merci. Voilà. La nuance est d'importance. Alors, quand vous avez su qu'il était de retour, qu'il allait s'installer, pour vous, ou bien, je dirais, dans l'ensemble de la commune, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour moi, ça n'a pas posé de problème. J'étais tout heureux de le revoir chez nous. Et bien entendu, je reconnais aussi que tout le monde ne partageait pas ses idées. Ouais. Mais je dois dire que dans la commune, il s'est fait beaucoup d'amis. Les réactions aussi, dans la commune, il arrive, on se méfie un peu. Non, je ne le connaissais pas trop. Il avait une moustache plus courte, hein, je crois, à l'époque. Oui, ça, c'est l'influence de Narcisse Prat. Oui, c'était par rapport aux pièces. Les pièces étaient courtes, elles ont une longue. Mais en fait, au début, je ne le connaissais pas trop. Oui. Et quand il est arrivé, je trouvais que c'était une aubaine pour nous, pour le patois. Et ce qui m'a déçu, c'est quand il est parti. Quand il est reparti, en fait. Oui. Parce qu'en fait, en venant, et on a dit, ah ben voilà, on a un bonhomme intéressant pour 1000 raisons de son passé et de l'avenir. Et ça, c'était... Voilà. Pour nous, c'était vraiment... Avant qu'il reparte, il a laissé un certain nombre de traces. Il y a un premier sujet autour des tableaux. Oui, on va vous y retrouver d'ailleurs, parce qu'évidemment, son rôle, c'est d'être poète, mais avec un petit peu de peinture sur les doigts quand même. Ceci, c'est le premier tableau que Narcisse a fait. Quand il est arrivé ici à Beson, Chichi est le premier tableau qui est fait d'Acatson, 1981. Ceci, c'est le premier tableau que j'ai fait en cachette en 1981 à Beson. Au début qu'il est venu, avec sa voiture, ni Dieu ni maître, ça faisait un peu désordre ici. Et puis les gens en parlaient, et puis en fait ça s'est très bien passé parce que, comme c'est un gars qui est généreux, qui est ouvert, les gens n'avaient pas de reproches à faire. Le seul fait, c'est qu'il y avait quelques autocollants sur sa voiture. C'est tout ce qu'il y avait comme reproche à faire. Parce que j'étais très, très allergique à cette notion d'argent qu'on met sur un tableau. Ça m'était vraiment très indigeste. Par exemple, j'ai troqué des tableaux contre des fromages. Et voilà, nous sommes à Clèbes, à l'unique café de Clèbes. Et moi, j'ai fait un troc. J'ai fait un troc le plus agréable, le plus extraordinaire de ma vie. On a marchandé un peu, quoi. Voilà, je peignais un tableau là devant. Il a eu envie du tableau. Moi, j'avais soif. J'avais pas envie d'avoir des sous. J'ai dit, on va faire un marché agréable. Je te laisse le tableau. Et toi, tu me payes à boire, à vie. Mais j'étais d'accord. Ouais, il prenait des risques, mais enfin, ça va. Hein, je crois que je n'ai pas abusé jusqu'à présent. Ça va. Hein. Alors, comme ça, je peux boire à vie ici. Quand je sais au moins une chose, c'est que je mourrai jamais de soif. Alors, je peux vous dire... On peut préciser d'ailleurs, hein, puisque cette séquence, elle date de quelques années, que la personne qui est derrière vous est décédée, oui. mais je crois que vous pouvez continuer à boire.
Mais oui, mais bien sûr. Mais vraiment, j'étais navré que ça arrive ainsi. Mais c'est vrai, il est décédé peu de temps après que ce film ait été tourné. Et il ne s'est pas vu à la télévision, le malheureux Aloïs, et ça me fait mal au cœur, parce que ça aurait été sûrement le plus beau jour de sa vie, quoi. Il paraît que les descendants continuent. Alors oui, alors bien sûr, je suis monté une fois avec les contemporains, on était une quarantaine. Alors sa fille a dit, tout le monde paye, mais Narcisse ne paye pas. Hein, ça marche. Je peux remonter quand je veux. Je suis sûr que je peux remonter en compagnie. Elle fera payer aux autres, mais pas à moi. Donc ça marche. Vous saviez cette histoire, vous? Oui, il m'avait raconté ça en son temps, je m'en souviens. Oui. Ça vous a pas frappé, vous avez dit? Non, c'est du Narcisse Prat au cours. Bon, alors, il y a les tableaux. Hein, vous allez, oui, c'est intéressant. Vous allez faire 300 tableaux parce que, m'a-t-on dit, vous aviez très peur que, finalement, Beson disparaisse et qu'il ne reste aucune trace. Pas seulement Beson, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans cette vallée, il y a eu les transformations qu'amène automatiquement un tourisme de masse. Et si bien que, par exemple, à Beson, on a élargi la route, on a sacrifié plusieurs maisons et des granges. Et dans d'autres villages également, et dans les alpages sont complètement transformés. Alors je m'étais dit, eh bien, il y a peut-être un témoignage à laisser, c'est celui de ce qui était auparavant. Alors je me suis mis à peindre les vieux quartiers des villages. Et c'est vrai que les gens ont aimé ce que je faisais. Et je pense que je ne crois pas que quelqu'un ait jamais acheté un tableau de moi en se disant c'est une œuvre d'art. Je suis persuadé que ceux qui ont acheté mes tableaux ont tous pensé ça c'est un bon souvenir pour la famille. Ah, écoutez, il y a du scepticisme là sur le plateau. Hein, vous pensiez que les gens achetaient parce qu'ils pensaient... Je pense qu'ils devaient se dire un jour il va mourir. Ça va prendre de la valeur. Ah, oui. Alex, ce qui voudrait dire qu'en d'autres termes, qu'il vaut plus cher mort que vivre, c'est ça. C'est possible d'ailleurs. Non, mais simplement, si ces tableaux sont des témoignages d'une période, ils sont un rien menteurs, on peut tous les observer. Il y a toujours l'église au milieu du village, mais il n'y a jamais de croix sur l'église. Ah, ça c'est un principe, ça. Non, j'ai un problème. C'est-à-dire que chaque fois que je fais un tableau avec une église et son clocher, il y a toujours soit un nuage qui passe devant, par exemple. Il y a toujours un problème. Alors, en même temps, l'arrivée dans le village, vous vouliez ajouter quelque chose à propos des tableaux? Non, c'était tout à fait ce qu'on a discuté tout à l'heure au niveau des tableaux à Narcisse. Ce qui est assez marrant, c'est que lui, de toute façon, en premier, il y croyait déjà à ces tableaux. Donc c'est lui, il était sûr d'être un grand artiste. Ouais. Donc avant que les autres étaient sûrs de lui, était sûr de Non, ce vous qu'il n'avez pas faisait. que des amis, là. Non, j'ai eu un problème vraiment important. À un moment donné, on m'a demandé de les signer. Je ne voulais pas les signer. Et on me disait, non, mais si tu ne les signes pas, je ne l'achète pas. Si bien que j'ai été obligé de les signer. Et puis, j'avais une autre stratégie pour vendre mes tableaux. C'est-à-dire que, comme c'était souvent des gens qui me les commandaient, parce qu'ils voulaient avoir un souvenir d'un endroit quelconque, j'étais très embêté parce que j'ai ce problème pathologique vis-à-vis de l'art et de l'argent, si bien que je comptais mes heures de travail au tarif de la femme de ménage, c'est-à-dire à 17,50 francs de l'heure. Je comptais le prix de la toile et l'encadrement éventuel, et puis un peu pour les couleurs. Et parfois, comme ça, par dérision, je faisais une facture. Alors je mettais 25 francs de toile, 10 heures à 17 francs 50, l'encadrement temps, et puis j'ajoutais valeur artistique 0. Voilà. Il y a quelques factures qui doivent se promener comme ça à Nantes. Alors Alex, surprise quand même, parce que Narcisse Prat, de retour dans la vallée, va s'intéresser au patois. Il va écrire un certain nombre de pièces de théâtre en patois. Oui, ça peut sembler paradoxal, d'autant qu'il arbore volontiers quand on le rencontre, ou surtout quand des gendarmes lui demandent ses papiers, il arbore plus volontiers sa carte d'identité de citoyen du monde que son passeport national. Et là, voilà tout à coup qu'il revient aux racines. Alors, c'est quoi, une forme de régionalisme exacerbé, ce patois? Ah non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça. Pour moi... je pense que ça découle de ma démarche du Crétin des Alpes pour les territoires qu'on attribue aux minorités.
Pour moi, défendre le patois, c'était défendre une culture. Ne vous en déplaise, c'est une culture. Notre patois, je l'affirme bien haut, n'est pas une déformation du français, n'a jamais été une déformation du français. C'est une langue qui avait des origines aussi nobles que le français. Nous n'avons seulement pas eu de chance d'avoir une reconnaissance royale, disons, une reconnaissance générale. Mais le patois a des origines très nobles. Alors, on a un extrait. Hein. Oui, et vous avez remarqué tout de suite que, in situ, sur scène, qui est d'ailleurs pas une scène, mais le devant d'un chalet, là, il est sérieux, mais il l'est un peu moins, je dirais presque heureusement, hein, lorsqu'il est en scène. Regardez. Poate Christine, quoi est ça, no pieu? Ma de că răpunutic tu te pas main incă. Șoși, abă șoe, tu frânge, în francais, John, un frangeois. T'es curieux, ni jamais a oui chimo. Ah, pourtant, il âge. Poate Christine, quoi est ça, no pieu? Pas de... Patore, tutti una cagna. Espediena, ste dau zuonette, știi că nu-l duce în ore, păi că uitați lo ca e loț. Dar mă, ti tot șarpănat lui diavolo, tu. A me, pa tan așa că-mi plan bon. Mai de mușa atit că fără ezer, ca să le ruina ste dau. Poi, e șuie că mă rog, nu șanno, că ne-am baia a cațate de iut. Ouais, ben c'était chiche, je rencontre un zèle, j'en crée de jour. Alors, il nous manque un peu les sous-titres, là. Ça parlait de quoi? Alors en fait, c'était une pièce de théâtre. C'était en fait la première pièce de théâtre que Narcisse a écrite pour nous. Ouais. On était un groupe folklorique de la chanson de la montagne et on voulait introduire un peu de patois puisqu'on faisait partie de la fédération des patoisans. Et Narcisse donc venait de débarquer à Besançon et bon, moi je le connaissais par le passé, par les oui-dire des gens et pas personnellement. Et avec le groupe qu'on était, Georgie, enfin plusieurs, on a dit si on faisait un peu de patois. Et j'ai dit, je vais voir Narcisse. Et un peu timidement, je suis allé le voir, vu qu'il habitait près de chez moi, et qu'il nous écrive quelque chose. Et en fait, c'était surtout une farce, quelque chose, et il nous a écrit pour... Qu'on jouait à l'extérieur. Non, c'est-à-dire qu'en 1979, on a fait cette première pièce qui s'appelait Rien que de Cruy, qu'on a rejoué là, en 1985, pour l'année du patois en Valais. D'accord. Bon, juste un mot sur le patois, parce que vous êtes l'auteur d'un dictionnaire du patois de Nanda. Et oui, je suis tout heureux de... C'est un ouvrage de combien de pages, ça? C'est un ouvrage de 780 pages. Qui représente combien de temps de boulot, de travail? Alors, si je devais raconter toute l'histoire de ce c'est tout. Ah bien, ça a duré 14 ans. 14 ans, ouais. 14 ans. Ouais. Je dois dire que 3 auteurs... patoisans ont vraiment créé en moi la passion du patois, qui est ma langue maternelle d'ailleurs. Donc je les nomme d'une manière... Allez-y. Bon, il y a le révérend chanoine Marcel Michelet, qui a écrit de nombreux poèmes, des contes, des traductions, même l'annonce faite à Marie. Et tout ça dans une tenue... littéraire. Et qui sont les deux autres? Et les deux autres, l'autre volet, c'est Madame Rose-Claire Chulet, qui, elle, pour son travail de thèse qu'elle présenta à l'université de Bâle, elle a écrit l'inventaire lexicologique du parler de Ninde. Le seul inconvénient, donc, la graphie, donc c'est pas une graphie, c'est la phonétique scientifique. Là, il faut quelque temps. Troisième personne que je cite, donc bien sûr, il y a les livres de Narcisse, les pièces de théâtre, les scénettes qu'il a écrites. Il y a combien de mots à peu près dans un dictionnaire? Alors ici dedans, donc j'avais mis d'abord sur fiche, et il y a plus de 10 000... bon, vous appelez ça le dictionnaire du patois de Nanda. Est-ce qu'il est très différent? Est-ce qu'on trouve des mots différents du, je sais pas, du patois d'une autre vallée proche? Je précise tout de suite que nous avons mis le titre Hier et ouais, notre patois. Ce qui veut dire hier et aujourd'hui notre patois. Pourquoi hier? Parce qu'il y a beaucoup de mots anciens liés à l'artisanat et qu'ils ne sont plus que des mots souvenirs. Ensuite, pourquoi
aujourd'hui, parce que c'est le patois d'aujourd'hui qui doit s'adapter, qui doit éventuellement prendre des mots français. Je pose à tous les patoisans, comment dites-vous en patois le mot avion? Donc, une langue qui ne s'adapte pas... C'est l'objet du concours pour cette semaine, comment dites-vous en avion? Mais dites-moi, quand Narcisse Prat parle en patois, lorsqu'il écrit des pièces en patois, pour vous qui êtes un spécialiste, est-ce que c'est du bon patois? Tous les patois sont bons. Donc, d'abord, c'est un peu normand, là. Le Shannon Michelet disait, le patois, c'est le langage de la liberté. C'est le français qui est une langue menottée. Alors, on commence à comprendre pourquoi ça pouvait lui plaire. Hein. Si le patois, c'est le langage de la liberté... C'est vrai que j'ai dû, disons, par exemple, moi, je n'avais rien lu auparavant en patois. J'ai dû inventer l'orthographe. Il n'y a pas de règle d'orthographe. J'ai dû inventer vraiment au fur et à mesure que j'écrivais. Et ma foi, les comédiens, ils devaient s'adapter. Ils devaient aussi essayer de déchiffrer ce que j'écrivais. Giorgi Prat, pour vous, c'était la musique, c'était comment vous avez observé ce Narcisse Prat s'intéressant en patois? Donc, au début, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai appris à connaître avec Philippe Cartoblat, donc on s'occupait de cours folkloriques, qui m'avait demandé d'aller le voir pour faire des pièces en patois. Donc, j'ai commencé avec lui, avec le patois, donc avec Philippe. Et vous avez pu voir tout à l'heure qu'il était acteur sur cette pièce de 1985. Il m'avait dû me remplacer au pied levé, puis j'étais malade. C'est lui qui avait fait acteur cette pièce-là à Sivier. Et c'est comme ça qu'on a commencé, et tant et si bien qu'on en a fait 7 ou 8 pièces en patois toutes les années jusqu'en 85. Il vous manque un peu aujourd'hui quand même, non? Ou bien... Il vient souvent quand même, et puis il passe toujours nous voir. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je veux dire par rapport à la possibilité d'avoir des spectacles en patois. Mais moi, je pense qu'il manque, parce qu'en fait, en Valais, en général, dans les différentes régions du Valais, pour les écrivains patoisans, ils ont disparu au fur et à mesure. Il n'en reste plus beaucoup. Il en reste peut-être André Laguerre... Et il y a des gens comme Berthoud, des gens qui écrivaient des pièces, ou à Bagne, il reste encore, mais il y a peu de gens qui écrivent encore le patois, ou des pièces, ou des livres. On va demander à Anne Fournier, prenez juste votre micro, parce que vous êtes la jeune génération des Fourniers, hein, voilà. Il y en a quand même quelques-uns. Et vous avez, il y a un projet de pièce de théâtre, de nouveau en plein air. Dans quelle langue vous allez le faire? On va le jouer en français. En fait, c'est une création qui est l'œuvre de Michel Moulin et puis qui est prévue pour l'été prochain. C'est une création qui tourne autour de l'histoire valaisanne, à la période du Sonderboom au siècle passé, et puis qui s'articule autour de 2 familles clés de la région de Nanda. Donc ça, c'est toute la fiction. On remarque aussi l'apparition de certains personnages un peu légendaires, comme Farinet ou encore le Déserteur, qui aurait laissé quelques œuvres à Nanda. Vous auriez peut-être pu mettre aussi Narcisse Prat dans le spectacle. Voilà, en fait... Ça, je vous présente l'affiche ici. La Lune de la Saint-Jean. Ce spectacle, en fait, est une suite, est une réponse, en fait, à la première pièce que nous avions jouée il y a 3 ans, qui était la pièce des Veuves Blanches, qui était effectivement une œuvre de Narcisse Prat, et que nous avions jouée en plein air au cœur du village de Basse-Nanda. D'accord. Alors, merci beaucoup. À propos des Veuves Blanches, là, on a parlé du théâtre en patois. Pour référer le dictionnaire de monsieur, bien sûr. Mais il y a aussi une pièce en français qui va compter beaucoup, qui s'appelle Les Veuves Blanches. Vous pouvez nous dire quel est l'argument? L'argument des Veuves Blanches. Toutes les idées de Narcisse. Contre l'autorité militaire, contre l'autorité religieuse, contre les autorités civiles. Toutes les idées de Narcisse sont regroupées dans le thème des Veuves Blanches autour d'un grand bonhomme, autour de Napoléon. Alors dites-nous peut-être quel est l'argument de la pièce de théâtre. L'argument de la pièce, c'était les Veuves Blanches. C'est l'histoire des 7 fiancés et des 7 bergers qui ont été recrutés dans les alpages de Nanda. C'est-à-dire que c'était le phénomène de la conscription sous Napoléon. Oui. Et je crois que l'argument, c'est de dire si on se marie, on peut éviter la conscription. Il y avait ceci. Donc à cette époque-là, on venait carrément chercher les gars pour les amener à la boucherie. Et alors, il s'était établi une sorte de communication d'un village à l'autre de la vallée. Attention, les recruteurs arrivent. Alors, les jeunes se dépêchaient de se marier, en catastrophe, comme ça, en vitesse, pour échapper à la conscription. Alors, comme les recruteurs avaient trouvé l'astuce, ils se rabattaient sur les bergers des alpages, parce que les gens n'avaient pas le temps de monter aux alpages pour les prévenir de l'arrivée des recruteurs. Et c'est bien de cette façon-là, ils sont parvenus à faire main basse sur 7 bergers des alpages qui sont partis à la Bérésina. Et alors, les Veuves Blanches, c'est l'histoire des 7 fiancés de ces 7 bergers. Alors, comment se présentait le spectacle et quel succès a-t-il eu?
Moi, j'aimerais d'abord dire que les Veuves Blanches, on l'a reçu un peu comme un cadeau. Oui. On l'a reçu comme un cadeau parce qu'à Nada, il y avait l'association du patrimoine, pour la sauvegarde du patrimoine qui était en train de naître. On avait un sujet en or qui se déroulait en 1812. Et puis on a trouvé un endroit qui était aussi en or, un endroit où il y a un grenier qui date de 1789, là où il y a une grange qui date de 1829. Et puis on a réussi à grouper toutes ces synergies ensemble. Alors, c'était vraiment un superbe cadeau que Narcisse nous a fait. Et un cadeau qui nous a ouvert aussi. Les gens, ils ont commencé à aller fouiller dans leur grenier pour nous prêter une vieille hotte, une vieille faux. Ils ont commencé à ressortir de vieux habits. Et tout le décorum qu'il y avait autour de la pièce de théâtre, c'était un décorum qui était authentique. Et on discutait des idées de la pièce de théâtre, parce que... Oui, bien sûr. Un certain nombre, là. Napoléon et ses chiens de chasse qui arrivaient à Nada ont fait une forte impression sur beaucoup d'acteurs. Bien sûr, tout le monde ne partageait pas forcément les idées de Narcisse, mais bien sûr, on en a beaucoup parlé et on en a beaucoup discuté. Alex, il y a une fin à la période de Nada. Il y a un jour où Narcisse décide qu'il va repartir. Oui, ben j'ai toujours pas exactement compris pourquoi. Peut-être va-t-il nous le dire. Il m'écrivait, on s'écrivait parfois, tous les ans, tous les 2 ans. Et puis un jour, j'ai reçu des lettres de France. Il était parti, il avait quitté Besançon. En un mot. C'est difficile à dire. Il y avait plusieurs motivations, mais déjà, une motivation de base, c'est que, je vous pose la question, comment peut-on vivre en Suisse avec 1345 francs d'AVS? Voilà, déjà la première chose. Alors, si j'ai un conseil à donner aux aînés, aux gens de l'AVS qui n'ont pas les moyens, c'est foutez le camp. Hein? Alors, c'est ce que vous allez faire. Rappel d'un itinéraire vous allez être dans différents lieux. Oui, ben, la méthode, si j'ai bien compris, hein, puisque je ne vous ai pas suivi partout, Narcisse, bon, il part pour les Landes dans un premier temps, il rachète avec un petit emprunt un bâtiment en ruine, il le remonte tant bien que mal avec l'aide de quelques artisans et quelques idées, et puis quand c'est prêt, et puis quand il a fait le tour du lieu d'une certaine manière, il le revend, ça lui donne l'occasion d'en refaire autant un petit peu plus loin, le voilà en Ardèche à Tournon, et puis même chose, quand c'est rebâti, il repart, et là, c'est là où je vous ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, mais en fait, il est arrivé en Haute-Ardèche il y a 3 ans, dans un endroit absolument perdu, sublime, mais perdu. Et puis, on s'est croisés. Moi, j'étais sur le chemin de Compostelle, comme quasiment quelqu'un qui allait en pèlerinage. Et je vous ai redécouvert là, et je me suis dit, il faut qu'il vienne. Donc, je vous propose qu'on découvre la maison que vous avez reconstruite et vos propres commentaires, avec un peu de bruit tout de même autour, parce qu'il y a des déménageurs. Et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Cette maison que vous quittez dans ce pays de loup, qu'a-t-elle représenté pour vous? Eh bien, d'abord, elle a représenté un défi, en tout premier lieu. C'est-à-dire que j'étais tombé amoureux de ces pierres, de ces vieilles pierres. La maison était bornée, presque aveugle, il n'y avait presque pas d'ouverture. Et bon, j'ai imaginé ce que je pouvais en faire. Alors, je dois dire qu'à partir du moment où j'ai commencé d'ouvrir des fenêtres à travers ces murs de 80 cm d'épaisseur, eh bien, j'ai commencé à apercevoir le paysage de l'autre côté. Et ça a été une belle révélation. Et pour moi, cette maison a représenté beaucoup de bonheur dans ce sens que je l'ai transformée à mon goût. Finalement, voilà ce qu'elle représente pour moi. À part ça, elle représente 3 années de paix, 3 années où j'ai vécu en ermite, 3 années de réflexion, et je la quitte à regret. Et l'idée que d'autres vont demain ou après-demain mettre leurs pieds dans les pantoufles de votre bonheur, ça vous laisse indifférent? Au contraire, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont apprécié suffisamment ce que j'ai réalisé pour y habiter. Non, je ne me sens pas du tout frustré comme quelqu'un qui serait jaloux du second mari de sa femme. Non, je ne suis pas jaloux du tout. Narcisse, 3 ans pour tisser des amitiés, c'est suffisant? Oh, il en faut moins. René, moi et Arlette, nous sommes devenus amis, mais très, très, très vite. D'ailleurs, nous avons beaucoup de points communs. Moi, j'ai eu une enfance montagnarde. Donc, je ne me suis pas trouvé du tout dépaysé chez René avec ses brebis, ses vaches. Et non, notre amitié a été spontanée et très, très rapide. Non, mais c'était un bon ami. Moi, je le plains.
Quand je voulais aller à quelque part, il était toujours là, à ma disposition. Je lui faisais ses taxis quand on descendait au Cheylard. Mais oui, mais c'est sérieux du tout, ça, René. Mais René, par contre, il me dépannait tout le temps pour tout. Il m'apportait des légumes, il m'apporte des patates, je me sers du lait chez lui, etc. Non, mais notre relation elle a été idéale. Ce personnage de Narcisse, bon, c'est vrai qu'il est né dans la montagne, à la campagne. Vous avez l'impression que c'est resté un homme de la terre ou que c'était une espèce d'extraterrestre? Non, c'était un homme de la terre. Ah, c'était un homme de la terre. On le voyait toujours travailler par là, toujours. Et vous comprenez qu'il s'en aille? Ah, moi, je comprends pas. Non, moi, je le plains. Moi, je le plains, beaucoup même. Quand il m'a annoncé ça, qu'il partait, eh bien, ça m'a fait quelque chose. Et oui, ça fait mal au cœur. Et pour vous, Arlette, si vous deviez en 2 mots définir qui est Narcisse? Un ami très gentil à qui on pouvait demander n'importe quoi. On a fait quelques petites fêtes ensemble, on a bien ri, nous a bien amusé avec son accordéon. On a chanté tout ensemble, c'était bien. On le regrettera énormément. On l'oubliera pas, hein. Et puis tout de même le départ un peu précipité, parce qu'en fait c'est de nouveau la loi et les règlements. À 2 reprises, quand il avait 67 puis 68 ans, Narcisse a demandé un prêt au Crédit Agricole au Cheylard. Il a obtenu son prêt auprès de la même banquière. Et puis pour le 3e bâtiment qu'il n'avait pas encore pu reconstruire, il est retourné. C'était quand j'étais chez vous, Narcisse. Il est retourné voir la banquière dans la même banque. Et la banquière lui a dit « C'est impossible, monsieur. » Mais pourquoi ? Parce que vous avez plus de 70 ans. Il a été rattrapé par son âge et il est parti. Alors rassurez-nous, vous n'êtes pas parti sans une belle colère. Non, Même pas. non, parce que j'avais déjà dans mon imagination une future maison. Quand j'étais jeune, je tombais amoureux des femmes. Maintenant, je tombe amoureux des maisons. Alors, vous êtes allé voir la nouvelle maison? Oui, ben, je pense qu'on va le commenter ensemble, parce qu'en fait, il voulait aussi, Narcisse, être plus près du TGV. Pourquoi? Parce qu'il écrit des pièces de théâtre, qu'il les envoie à Lyon, à Paris, puis il veut aller les voir, ou voir les gens qui vont éventuellement les monter. Et c'est vrai que là, il était vraiment dans un pays de loups. Donc le voilà descendu dans la vallée du Rhône, dans l'enclave des Papes, quasiment, hein, ça vous va bien, à l'Île-sur-la-Sorgue, la Venise provençale, puisque la Sorgue est une rivière splendide que vous voyez là en ce moment. Et voilà l'une des roues. Il y en a plusieurs dans cette ville qui est à la fois une ville des poètes, puisque c'était celle de René Char, et une ville aussi des antiquaires. Il y a de très beaux salons d'antiquaires, un très beau marché hebdomadaire le dimanche. C'est donc un lieu, on pourrait presque dire, pour retraités. Et d'ailleurs, quand on va voir votre maison, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de ruine, alors même que vous y êtes depuis très peu de temps. Moralité, oui, non, mais moralité, ça veut quand même dire que là, vous n'avez pas prévu de faire le même coup, c'est-à-dire de rebâtir un peu mieux pour revendre derrière. C'est la dernière étape? On va la voir, cette maison. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on va la voir parce qu'elle est au milieu des vergers. Et qui donc disait, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, je crois savoir que vous avez l'intention de vous consacrer à l'arboriculture. C'est exact, oui. Voilà votre maison au milieu de champs. Voici un petit bout de verger, tout n'est pas à vous, mais vous avez décidé d'apprendre à tailler. Tailler les arbres et la vigne, oui. Vous y êtes depuis combien de temps, là? Ben, ça fait à peine 1 mois et demi. Vous avez déjà des amis ou vous êtes tout seul? Non, pour le moment, je suis seul pour le moment. Mais j'attends impatiemment le printemps. Pour les fleurs et pour les amis? Pour les fleurs et les amis, bien sûr. Moi, vous nous avez dit... j'aimerais que dans cette émission... enfin, on vous a proposé d'ailleurs, hein, que vous nous interprétiez une chanson. Et vous avez dit que vous étiez d'accord. Alors je voudrais vous demander de rejoindre Gilles, que je remercie aujourd'hui d'être accompagnateur, et non pas de nous présenter un extrait musical, ça sera pour la semaine prochaine bien sûr. Vous le rejoignez et vous allez nous dire quel est le chant que vous allez chanter et à qui vous l'offrez. Mais tout d'abord, je vous préviens, musicalement parlant et artistiquement parlant, ça va être un massacre. Hein. Bon, mais enfin, non, c'est une chanson que je tiens de mon père. Mon père le mineur qui est mort de sa silicose de mineur à 60 ans. C'est la chanson que lui me disait tenir
des soldats de la guerre de 1914-18, les révoltés de 1917, qui prenaient le risque de refuser les ordres, de refuser de se battre, en sachant qu'ils allaient se faire fusiller. Pour l'exemple. Alors, c'est une chanson que je dédie à tous les objecteurs de conscience du monde, à ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Ouvrier travaillant à l'usine, toi qui vis tranquille à ton foyer, pour combattre une race voisine, tu devras quitter ton atelier, laissant ta femme dans les larmes et tes enfants sans un soutien. Iras-tu, suivant le sort des armes, risquer ta vie ou tuer ton prochain? Canons, fusils et baïonnettes ne sont pas des outils d'ouvriers. Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes et de plus ne sont pas meurtriers. L'argent, l'argentier qui couvre la charrue vaut mieux que celui d'un lait belle. L'un produit pendant que l'autre tue, l'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons pas entre frères. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons pas entre frères. Venez nous rejoindre à la table. Le temps de dire d'ailleurs que les images sur cette chanson, les mouvements de caméra, c'est les gens de chez nous, en particulier dirigés par Guy Dessau, et que c'était très beau à voir. Voilà, tout simplement. Maurice, vous nous apportez quelques fleurs parce que vous allez exprimer, vous, comme vous avez ressenti cette semaine. Écoutez, Narcisse, vous nous avez dit que vous attendiez le printemps, alors maintenant il arrive déjà avec un peu d'avance, mais ce n'est pas tout à fait par hasard. D'abord parce que cet arrangement a un style qu'on appelle alternatif, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte. C'est un style très nouveau où les jonquilles, dont le vrai nom est Narcisse, en fait, il n'y a pas de jonquille, c'est un Narcisse, se baladent un peu en toute liberté et font comme elles veulent, elles ne sont pas alignées comme des soldats. Vous remarquez qu'elles sortent de tôle aussi, d'ailleurs. Et puis, si on creuse la mythologie, c'est amusant de constater que je crois que vous nous avez dit lundi que c'est un peu par hasard que vous appelez Narcisse. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas tout à fait par hasard. Si on suit la vie de Narcisse dans la mythologie, d'abord, c'est amusant, il était le fils d'un dieu, mais d'un dieu pauvre. Et il venait d'une contrée qui s'appelait la Béotie. C'était donc un Béotien. En parenthèse, moi aussi. Voilà, exactement. On pourrait revoir le mot parce que... Exactement. Donc, il y a ces traits communs. Et puis, il y a d'autres traits communs qu'on pourrait encore retrouver. Narcisse, vous nous avez dit lundi aussi que vous étiez beau et que vous étiez fait vider du collège parce que vous étiez beau. Mignon. Narcisse était tellement mignon que les nymphes couraient après. Il refusait leur avance et Zeus le condamna. Et il dut quitter l'Olympe parce que Zeus le condamnait de refuser les avances des nymphes. Comme vous l'avez dit lundi, je ferme la porte et je n'en dirai pas plus. Narcisse, lui, par contre, est allé au bord de la rivière, s'est regardé dans l'eau, il est tombé. Et les nymphes, une fois qu'il s'est noyé, ont récupéré dans l'eau des fleurs jaunes qui a donné ce nom à Narcisse, d'où le nom de Narcisse. Merci. Merci Maurice. Merci. Alors écoutez, Narcisse Prat, demain, on termine ces 4 jours ensemble. Demain, nous accueillerons Ronaldo, le footballeur. C'est une toute autre histoire. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'une émission Zigzag Café, ça se prépare avec des gens qui se sont choisis.
et que dans l'équipe, il y a Alex Descotes qui est là, et que dans cette semaine-là en particulier, il y a eu presque comme une filiation, en tout cas, il y a eu beaucoup de cœur, beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection, tout simplement, je crois, pour vous. Et il vous a préparé un cadeau qui nous a tous touchés énormément aujourd'hui, en reprenant certaines images que l'on a pu voir au cours de la semaine, à partir d'une chanson de Bernard Joyet dont le titre est « On ne sera jamais vieux ». Il a vraiment tiré le trait de cette rencontre, parce qu'à vous entendre, vous êtes un homme particulièrement jeune. Cadeau d'Alex Descotes. Merci. On ne sera jamais vieux. On sera intrépide, espiègle, perfide, irrévérencieux. On sera professeur en incertitude, en inhabitude, en droit à l'erreur. Tant que notre cerveau ne sera pas liquide, ce n'est pas quelques rides qui nous feront la peau. On ne sera jamais vieux. Je casserai les frimeurs, je leur ferai des croche-pattes, j'aspergerai de picrate leurs cravates à fleurs. Les nuits de poker aux cartes vermeilles, on flambera l'oseille de l'apothicaire. Les premiers debout, les jours de tangage, les soirs de naufrage, jamais à genoux, on sera jamais vieux. On sera comédien de la pire espèce, on fera des promesses aux politiciens. On n'aura pas peur de faire la grimace aux guerriers qui passent fiers d'être vainqueurs. Et sur ces guignols, on pissera des larmes pour rouiller leurs armes. Au cholestérol, on sera jamais vieux. On saura par cœur l'air de la bêtise, on donnera des cerises au merle moqueur. Et dans le salon, même au crépuscule, il n'y aura pas de pendule qui dit oui, qui dit non. On prendra l'avion pour voir les hôtesses, je leur pincerai les fesses, tu me feras les yeux ronds, on sera jamais vieux. Quand je fermerai les yeux, je poserai mon âme à tes pieds, madame, chacun son bon Dieu. Tu connais le vent, il me fait des chatouilles, et s'il m'a dépouille pas, les pieds devant, on va rigoler en tête du cortège. Ça fera boule de neige dans tout le défilé. On sera jamais vieux. On sera jamais. On sera jamais vieux. Lo, 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 lo. Narcisse, avant que l'on se quitte, Narcisse Prat a des projets, il écrit des textes. Que faites-vous actuellement? J'attends le printemps. Ah, vous attendez toujours le printemps, oui. C'est là que vous commencez à écrire? J'attends le printemps parce que je suis impatient de voir fleurir mes cerisiers, mes abricotiers. Et puis, je vais surtout apprendre à tailler les arbres, tailler la vigne, et ensuite, j'attends les fruits. Voilà, ce sont mes projets. Cet amour des gens, cette passion pour des gens qui peuvent changer, vous l'avez toujours en vous? Je ne sais pas. Des gens qui peuvent changer. Je pense que c'est ma nature et je n'y peux rien. Il ne faut pas chercher de calcul là derrière. J'ai été fait de cette façon-là. Ce n'est peut-être pas un idéal en soi, mais enfin, je suis comme ça.
Et le monde que vous voyez aujourd'hui, la globalisation, une quantité de choses de ce genre, quel regard jetez-vous là-dessus? Mais d'abord, je jette un regard vraiment consterné sur le siècle qui vient de finir. J'estime que le siècle qui vient de finir est probablement le pire que l'humanité ait jamais connu. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, des hommes prendre d'autres hommes, après les avoir traqués, les enfermer dans des wagons à bestiaux pour les envoyer à l'abattoir. Ça, on ne l'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ça ne me rend pas optimiste pour l'avenir. Maintenant, pour ce qui est des anarchistes surtout, je voudrais dire ceci, que dans l'esprit des gens, on confond facilement anarchiste et terroriste. C'est-à-dire que l'anarchiste, c'est l'homme qui a la bombe sous son manteau et qui va la poser quelque part. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout ça. Regardez le monde tel qu'il va aujourd'hui, qui déclenche les conflits? Ce sont les gouvernements, ce ne sont pas les anarchistes. Qui posent les bombes? Ce sont les fanatiques de l'islam, les fanatiques d'un nationalisme basque ou d'un nationalisme ou autre. Ce sont les terroristes irlandais au nom d'une religion, etc. Ce sont toujours des gens qui obéissent à une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique ou politicienne, peu importe, mais ce ne sont jamais les anarchistes, parce que nous n'avons pas de théorie. L'anarchiste est un homme qui refuse. C'est un homme qui résiste. Merci, l'homme qui refuse, l'homme qui résiste et l'homme qui nous a fait passer une superbe semaine. Merci. Side on the side,